Nous voici donc revenus dans le cours d'archivistique. Nous allons aborder aujourd'hui le premier chapitre qui concerne les notions et les concepts d'archivistique. Le plan du chapitre est celui-ci. Nous parcourons d'abord un rapide historique. Nous nous arrêterons ensuite sur l'archivistique, puis sur l'archive et enfin sur le métier d'archiviste. Rapide historique, je vous le disais, car avant de nous pencher sur la conception contemporaine et les démarches archivistiques qui sont menées aujourd'hui par les professionnels, il est tout de même intéressant de se pencher sur les différents concepts qui ont évolué à travers les âges. C'est nécessaire pour comprendre d'où on vient, pour découvrir comment les documents anciens ont été conservés et comment ils étaient considérés à leur époque. Alors, qui dit archive, sous-entendu ancienne, dit document. Alors, les archives qui ont été retrouvées par les archéologues prennent toujours la forme de documents. L'information est figée sur un support. Or, pour qu'il y ait constitution d'un document, plusieurs conditions doivent être respectées. Alors, même si aujourd'hui l'archive pourrait prendre une autre forme et qu'il ne s'agit plus forcément du texte, on l'a vu dans l'introduction, la notion d'écriture est ici nécessaire pour qu'il y ait constitution d'un document. L'homme écrit dans différents buts. Il calcule, il note des événements, il communique avec d'autres hommes. Pour cela, il faut qu'il s'insère dans une organisation sociale, une société définie, que ce soit la cité, l'État, le village. Il y exerce des tâches, il y a donc des échanges entre les hommes qui sont basés sur des règles communes. Alors, qui dit organisation sociale dit relations commerciales et administratives. Donc, des règles, des échanges dont il faut garder la trace. Il faut conserver ces documents afin de garantir la stabilité de la société. À titre d'exemple, la propriété d'un domaine doit être actée par un document archivé pour éviter toute contestation ultérieure. On va faire maintenant un rapide état des lieux du traitement des archives à travers le temps et de ce qui est parvenu jusqu'à nous. Nous sommes ici à l'Antiquité, au Proche-Orient. Ça concerne essentiellement la Phénicie, l'actuel Liban, la Syrie et la Mésopotamie, actuel Irak. On trouve alors des salles d'archives dans les palais où les archives sont classées et organisées. Nous sommes alors à l'époque des écritures cunéiformes que l'on trouve essentiellement sur des tablettes d'argile. Nous sommes en moins 4000 avant Jésus-Christ. On trouvera aussi d'autres supports tels que le bois et le papyrus, mais qui n'ont malheureusement pas tenu jusqu'à notre époque. En Égypte, certaines conditions de conservation de certains papyrus, qui étaient dans des tombes déjà, ont permis de limiter la dégradation du support. Mais n'empêche que beaucoup ont disparu. Toujours à l'Antiquité, mais en Europe, on constate que les conditions de conservation sont moins idéales, sans doute dues au climat. Les textes historiques que l'on retrouve évoquent l'attention qui était portée à la conservation des archives. Ces archives étaient essentiellement écrites sur des pierres gravées, ou on en trouve également sur des monuments. Un peu plus loin, au Moyen-Âge, en Europe, on va passer du papyrus au parchemin. Le papyrus était difficile à se procurer et sa conservation était très délicate. Le parchemin, quant à lui, est beaucoup plus résistant. Il s'agit d'une peau d'animal, essentiellement du mouton, qui nécessite une préparation particulière et qui a aussi la particularité de permettre une utilisation recto-verso. Les qualités du parchemin sont variables selon le type d'animal et le traitement, mais vous avez sans doute entendu parler en bibliologie l'année passée du vélin, qui est un papier précieux, très très prisé par les bibliophiles. Après le parchemin, on va découvrir le palimpseste. Le palimpseste, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un parchemin qui a été réutilisé. On gratte l'écriture et on réécrit sur le parchemin. C'est avec l'expansion de l'islam que le papier va commencer à se diffuser au XIIe et XIIIe siècle, et on va retrouver des documents isolés, des registres, des rouleaux, qui seront cachés parfois dans les coffres d'église, dans les hôtels de ville, etc. Si l'on passe à l'époque moderne en Europe, elle est marquée évidemment par l'apparition de l'imprimerie au XVIe siècle, ce qui va induire de nouveaux usages, notamment dans le domaine juridique et dans le domaine administratif. On va voir apparaître des consignes de conservation dans des locaux adaptés, dans des meubles de rangement prévus pour gérer les archives.
c'est en fait le début de l'organisation des archives. On commence à diffuser des bonnes pratiques et on développe donc le métier d'archiviste. L'époque plus proche de nous, l'époque contemporaine en Europe, va voir une croissance énorme de la masse de documents. Pourquoi ? L'industrialisation et le commerce vont favoriser certainement cet essor, de même que les pratiques dans les administrations, les pratiques de communication, les pratiques de socialisation. De nouveaux usages vont être conférés aux archives, notamment pour des finalités historiques et culturelles. On va aussi voir l'émergence de nouveaux supports, la photographie, le cinéma, le son et le numérique. C'est également à cette époque contemporaine que va véritablement se professionnaliser le métier d'archiviste. On va voir arriver la normalisation des pratiques, on va voir se développer la discipline d'archivistique et la profession d'archiviste qui va être représentée par des organisations nationales ou internationales. Nous verrons un peu plus tard dans le cours qu'il y a des différences entre les archives qui sont produites par une institution publique et les archives produites de manière privée en Belgique. Mais historiquement, on découvre les premières traces d'un bureau d'archives en 1773. Attention, nous ne sommes alors pas encore la Belgique, mais bien les Pays-Bas autrichiens. Les premières lois qui vont définir l'organisation des archives et la création, la répartition des dépôts d'archives dans les départements s'opèrent entre 1794 et 1796. C'est alors la période française. Les premiers archivistes qui seront payés par l'État, rémunérés par l'État. Ça n'est qu'en 1851, la Belgique existe alors véritablement, que les dépôts d'archives vont être structurés et qu'un archiviste général du royaume va avoir l'autorité pour gérer ces dépôts. La législation française qui était alors en vigueur restera d'application jusqu'en 1955. Mais penchons-nous maintenant un petit peu plus avant sur l'archivistique. La discipline archivistique, on l'a vu dans l'introduction, avec cette définition que je vous remets de l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information, tout comme on va pouvoir parler de la chaîne du livre en bibliothèque, c'est-à-dire une suite d'opérations menées les unes à la suite des autres, de l'acquisition à la mise à disposition auprès du public, les archives vont faire l'objet de différentes opérations qui seront menées dans un ordre relativement défini. Cela veut donc dire aussi que l'archivistique fait l'objet d'un enseignement, qu'elle est traversée par des normes et des bonnes pratiques, et que les professionnels vont se rassembler dans des associations, lors de conférences, ils vont publier des articles, échanger, etc., à propos de leur métier. Plongeons-nous à présent sur la notion d'archive. Nous sommes bien d'accord que cette partie du cours n'est peut-être pas la plus réjouissante, mais elle est importante parce que nous allons définir et préciser les grands concepts qui sont utilisés en archivistique. On va définir un cadre global et ces bases seront nécessaires pour comprendre la suite du cours. Le sens du terme archive va dépendre finalement de son contexte d'utilisation. Du plus précis au plus large, on peut définir différents éléments. Nous y reviendrons naturellement plus tard, mais on pourrait partir du plus précis, le document d'archive, qui peut être un feuillet, une vidéo de vacances, un dessin d'architecte, pour ensuite parler de fond d'archive. Le fond d'archive étant un ensemble de documents qui est produit par une personne ou une organisation. Au-dessus du fond, en allant du plus spécifique vers le plus général, on va parler de service d'archive. Le service d'archive sera un organisme qui collecte et qui gère les archives. Et nous avons enfin le bâtiment d'archives, qui est le terme le plus général, qui sera le lieu dans lequel seront stockées les archives, mais dans lequel nous trouverons également toutes les fonctions du service d'archives. Puisque nous le verrons, un service d'archives peut être constitué de différents départements, comme la réception des archives, la consultation par le public, etc., etc. Nous allons définir chacun des termes et les positionner les uns par rapport aux autres. Dans le cas des documents ou des pièces d'archives, on remarque d'après la définition qui est ici proposée par le comité de pilotage des centres d'archives privés, que peu importe la forme du document, son support ou sa date, ce ne sont pas des critères qui vont faire que nous parlons d'une archive ou non. Une archive, elle est toujours produite
dans un cadre particulier, dans le cadre d'une fonction ou d'une activité, qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un homme politique qui produit des archives, d'un architecte, d'un artiste. Le terme pièce, qui sera la plus petite unité archivistique, sera utilisé pour désigner le document d'archive considéré de manière individuelle. Le fonds d'archives, c'est l'ensemble de documents de toute nature constitués de façon organique par un producteur dans l'exercice de ses activités et en fonction de ses attributions. C'est une notion qui est opposée à celle de collection et nous en viendrons un peu plus tard. Petite remarque à considérer. Fonds d'archives, le mot fonds s'écrit bien avec S, même au singulier. Attention, dans le cadre de votre bilan réflexif, ce sera une faute orthographe qui sera repérée. Quand nous parlons d'organique, nous voulons dire tout au long de l'activité, ou tant qu'il existe, ou chaque jour. Donc un fonds d'archives, c'est un ensemble de documents de toute nature constitués chaque jour, ou tout au long de l'activité d'un producteur. Lorsque nous parlons de personnes physiques ou morales, cela signifie qu'une personne physique, cela peut être vous, moi, ou toute autre personnalité, et une personne morale, cela peut être une société, une association qui produit des archives. À titre d'exemple, un écrivain dont nous collecterions les manuscrits et les lettres constituerait un fonds. Par contre, un passionné qui aurait acheté des manuscrits, des lettres de différents écrivains lors de ventes publiques, aurait lui plutôt devant lui une collection. Donc, si je répète l'exemple, les manuscrits et les lettres d'un écrivain qui ont été conservés constituent un fonds si elles ont été rédigées dans le cadre de l'exercice de ses activités d'écrivain. Par contre, le passionné qui achète des lettres, des documents rares et précieux par vente publique, lui se constitue une collection. Pourquoi? Parce qu'il ne les a pas créés ni reçus dans le cadre de son activité. Il y a donc plusieurs différences avec la bibliothèque et notamment cette notion de collection. Donc, en bibliothèque, les documents peuvent être variés, peuvent être choisis, peuvent être même éliminés de leur collection. Dans le cas d'un fonds d'archives, les documents qui constituent un fonds ne peuvent pas être dispersés et ne peuvent pas être classés selon leur domaine de connaissance. Les fonds vont être structurés selon une certaine logique, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement. Cependant, il y a quelques termes qu'il est nécessaire de voir maintenant. Et là, nous allons aller, plutôt que du plus spécifique vers le plus large, nous allons aller ici du plus large vers le plus spécifique. Nous allons donc aller du fonds vers les pièces. Le fonds contient les archives d'un même producteur. Il peut être constitué en sous-fonds, mais c'est donc l'ensemble des archives d'un même producteur. On va voir apparaître alors la notion de série. Les séries, ce sont des groupes de dossiers de travail, qui pourraient être élaborés selon les différentes tâches du producteur. Par exemple, selon les différents services. On pourrait avoir une série qui reprend tous les dossiers du service comptabilité, une série qui reprend tous les dossiers du service gestion du personnel, etc., etc. Ensuite, chaque dossier peut concerner une affaire, une procédure, un thème. Et au sein de ces dossiers, nous retrouverons les pièces, ou documents isolés, qui seront les plus petites unités archivistiques. Vous voyez, nous avons du général au particulier, nous avons le fonds, constitué de l'entièreté des pièces, mais ces pièces seront avant ça réparties en séries et en dossiers. Ici, on vous montre un exemple d'organisation de fonds, pour vous montrer à quel point cette structure est hiérarchique. On retrouve donc le fonds au sommet, constitué de différentes séries, elles-mêmes constituées de dossiers, et les dossiers constitués de documents. À titre d'exemple, on verra qu'une lettre de sollicitation d'un candidat se retrouve dans un dossier qui est relatif au recrutement d'un comptable, qui se retrouve lui-même dans une série de dossiers relatifs au recrutement, et qui se retrouve elle-même, cette série, dans les dossiers relatifs à la gestion des ressources humaines. On a donc un fonds
gestion des ressources humaines, dans lesquelles on retrouve différentes séries, différents dossiers, différents documents. Le service d'archives, c'est un organisme qui est chargé de la gestion et de la collecte des archives, du contrôle des archives chez ceux qui les produisent, de la conservation ou du contrôle de la conservation, du tri, du classement, de la description, de la rédaction des instruments de recherche et de la communication des archives. Il peut être constitué d'un bâtiment ou dépôt principal et d'un ou plusieurs dépôts annexes. Cette définition est également proposée par le comité de pilotage des centres d'archives privés. Elle vous donne déjà des indications sur les fonctions d'un service d'archives. On y retrouve certains termes qui, pour certains, sont déjà familiers, comme description, classement, instrument de recherche, et nous y reviendrons un peu plus tard. Le bâtiment d'archives, qui était le niveau le plus élevé que nous avions identifié, est l'édifice, finalement, qui obéit à des normes spécifiques et qui a vraiment été conçu pour accueillir l'ensemble des fonctions d'un service d'archives. C'est également une définition du comité de pilotage des centres d'archives privés, mais nous verrons que malheureusement sur le terrain, ça ne se révèle pas toujours aussi efficace qu'il devrait. Mais donc, tout comme la bibliothèque publique est un service documentaire qui exerce certaines fonctions, de collecte, d'acquisition, de traitement documentaire, de mise à disposition, le service d'archives exerce lui aussi des fonctions qui sont différentes et bien déterminées, et que nous trouverons au sein du bâtiment d'archives.